Bonjour, bienvenue sur le plateau donc de WebTime Media pour une émission donc Web TV interactive sur le thème du transmédia et de la filière image Côte d'Azur. Alors c'est une filière qui compte quand même à peu près 400 entreprises et professionnels. Alors nous sommes ici dans les locaux de Schema puisqu'il y a donc une journée aujourd'hui qui s'appelle Creation Day qui est organisée par la CCI Nice Côte d'Azur et vous entendez certainement des bruits de fond puisque donc en contrebas il y a un speed business qui est en train de se dérouler et donc vous aurez un petit peu des coups de sifflet de temps en temps et des bruits parasites. Donc avec moi sur le plateau Gabriel Riboulet. Bonjour. Alors bonjour Gabriel, donc vous êtes responsable du transmédia pour Primi qui est un pôle de compétitivité je crois. Oui, voilà. C'est ça. Alors je vous demanderai tout à l'heure de nous expliquer ce qu'est exactement Primi. Nous aurons également donc d'autres invités. Donc on va avoir Christophe Franck qui s'occupe du pôle média, donc même d'une projet de technopole média à Cannes, où il y a déjà une pépinière qui est opérationnelle. Ensuite, on aura également Thierry Collard pour la partie formation, qui est directeur du groupe Esra Côte d'Azur. Et enfin, donc, nous aurons Thierry Michaud, qui est directeur donc technique de Nastéo. Et Nastéo donc est la société grâce à laquelle nous pouvons transmettre cette émission donc sur le web. Je rappelle à tous les internautes qui nous regardent en direct, qui peuvent poser des questions donc à nos différents participants. Donc Gabriel, donc alors je vais présenter un peu rapidement. Voilà, c'est un cluster d'entreprises. Oui. Donc Primi, pôle transmédia Méditerranée. Donc on a une vocation en fait régionale. On est basé au pôle média de la Belle de Mai à Marseille pour le petit côté folklorique au-dessus des studios de Plus belle la vie, en face de la friche pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'un cluster? Je vais expliquer rapidement. Oui, rapidement. En gros, c'est une structure physique financée par les politiques publiques, donc les régions, l'État, les collectivités et l'Europe, pour fédérer des acteurs autour d'une industrie. Nous, c'est les industries culturelles et médiatiques, ce qu'on appelle ICM, pour les aider à créer de nouvelles connexions et nouveaux à terme business. Donc c'est un pôle aussi, je crois, qui a été labellisé PRIDES, c'est-à-dire pôle de compétitivité régionale par la région. Et vous avez, me semble-t-il, aussi le label Grappe d'entreprise. Exactement. Voilà. Nous, au sein de Primi, on a à peu près une centaine d'adhérents. Ça va de la TPE, PME à des structures où il y a 25-50 personnes. Voilà. Alors, vous disiez, à peu près, c'est ça, une centaine d'adhérents. Surtout pour le moment, donc, dans les Bouches-du-Rhône, le but, on espère avec cette émission, c'est qu'effectivement, il y a davantage d'adhérents ici parmi les acteurs de la filière Côte d'Azur. Oui, pour le moment, on a 80% de nos adhérents qui sont issus des Bouches-du-Rhône et 80% de ces 80% sur Marseille. En quota, on a à peu près 60% de personnes de la filière audiovisuelle, 20% du jeu vidéo et 20% du web et multimédia. Mais on a une dimension régionale et notre objectif, c'est de fédérer tous les acteurs du territoire. D'accord. Alors venons-en donc au cœur du sujet qui est le transmédia. Alors le transmédia, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du transmédia et en quoi ça se différencie du cross-média? Parce qu'on a tendance à faire la confusion. Alors je vais essayer d'être synthétique et ne prenez pas ma définition comme figé. Oui, parce qu'il n'y a pas une définition, c'est ça. En fait, on est dans cette industrie, on a un point de rupture. Je vais essayer d'expliquer quand même pourquoi on est arrivé au terme transmédia. Nous, à Primi, on voit ça comme un moyen de production, comme un objet, le transmédia qui permet... il faut que je parle dans le micro. Un moyen de production, un objet. Le transmédia, en fait, ça arrive aujourd'hui suite à une évolution des techniques et des technologies. On a l'iPad, le téléphone, des usages, on a Internet, la 3D, et donc des manières de consommer et de produire. On appelle toute cette synergie-là le transmédia et ça permet de définir des producteurs de médias traditionnels à des producteurs de transmédia. Donc nous, on fédère plusieurs silos industries. Par contre, justement, en fait, c'est important. Donc c'est vrai que plusieurs acteurs, mais c'est aussi donc ça pèse sur le contenu, sur le mode narratif. Donc voilà. Donc après, ça engendre des
des grosses modifications au niveau de la narration. Donc on parle de storytelling transmédia. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas la même chose que d'être dans son canapé. D'expérience, d'univers. Voilà. Et après, le troisième point, c'est au niveau du business et du marketing. On peut mettre en place des nouvelles stratégies de financement en termes d'opportunités pour les entreprises. Le transmédia permet ça aussi. Alors, la différence avec le cross-média, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le cross-média, c'est une même narration, un même contenu qui va être diffusé sur plusieurs supports, et le transmédia, c'est plusieurs contenus en fait avec plusieurs portes d'entrée. C'est assez simplifié. C'est très simplifié, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le cross-média, dans un univers, je vais développer exactement mon même univers sur différents supports, or que le transmédia, dans un univers, je vais avoir différentes histoires développées sur différents supports, mais toujours dans le même univers. Voilà. Alors, le transmédia, bon, c'est en train de révolutionner effectivement les métiers de la filière image. Pourquoi est-ce que le pôle Primi a décidé de faire un focus particulier donc sur le transmédia? Est-ce que c'est appelé à devenir le mode narratif le plus important, ou il y a d'autres motifs particuliers pour des raisons, je ne sais pas, peut-être d'action particulière, de priorité, donc au niveau régional? Non, je vais répondre à la question à l'envers. Pourquoi on est arrivé là? Parce que c'est une demande en fait des entreprises. Oui. Et, en gros, c'est l'évolution logique de ce qui se passe. Je vais être bête et méchant, mais avant on avait la plaquette sumérienne, on savait pas écrire. Après on a eu l'imprimerie, après on a eu le web, et maintenant on a le web intégré à tous ces devices, donc tous ces supports. Donc c'est le transmédia. Donc on est obligé d'amener les professionnels à ces nouvelles formes, ou au moins de leur faire prendre conscience de ces nouvelles formes de narration, d'expérience et de business model. Donc vu que notre vocation en tant que grappe d'entreprise, cluster, et notamment en région Prides, c'est d'accompagner les professionnels, on couple donc une partie de nos actions sur un accompagnement ou une identification à des formes transmédia. Alors, tout à l'heure, j'écoutais ce que vous disiez donc, pendant l'atelier qui a été consacré au transmédia. Apparemment, bon, le transmédia, c'est quand même quelque chose de balbutiant pour le moment, puisque le test dans la salle, donc il y avait en gros une soixantaine de personnes. Je crois qu'il y avait combien, une dizaine à peu près qui pratiquent, et encore le transmédia. En France, c'est vrai que c'est quelque chose on est un peu en retard. Aux États-Unis, ça a entre 10 et 20 ans, suivant comment on définit le transmédia. Et ça s'explique en France via deux choses, l'exception culturelle française et le modèle de financement, qui est un modèle de préfinancement fait par des acteurs institutionnels parapublics type le CNC. D'accord. Alors, comment est-ce que Primi accompagne les entreprises, les acteurs de la filière donc images et multimédia, justement vers le transmédia? Alors on accompagne les acteurs de différentes manières. La première manière, c'est une mise en réseau et une connaissance des différents métiers et des différents acteurs, parce qu'on se rend compte que tout le monde est très compétent dans son silo, on va dire, dans son industrie, mais connaît pas les autres acteurs, même de sa région ou de sa ville. Donc déjà, le premier point, c'est une mise en réseau, une connaissance, pour plus avoir des acteurs qui travaillent sur le même secteur et qui sont en compétition sur ce même secteur, mais qui sont en coopétition. Donc on dit ça mélange de compétition et de compétition. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est le gros travail de Primi. C'est plus large que le transmédia, vu qu'on touche autant du jeu vidéo que de l'animation. Voilà. Et le deuxième travail sur le programme d'accompagnement, c'est un accompagnement d'une part individualisé et d'autre part collectif. Donc d'abord, on identifie quels sont les besoins auprès des professionnels, on les rencontre, on se voit, on parle, on discute, et après on leur propose des expertises par des experts nationaux et internationaux, puis en fonction de ça, un accompagnement personnalisé pour leur projet. Alors, je crois qu'il y a un fonds régional qui a été mis en place donc, pour financer justement des créations transmédia. Voilà. En fait, ce programme d'accompagnement transmédia 2013-2014 à Primi est couplé avec le fonds donc de la région Nouveaux Médias. Donc, on n'a pas les mêmes critères d'éligibilité, mais globalement, les projets qui sont financés donc avec du sonnant et du trébuchant à la région sont accompagnés chez nous, et nous, les projets qu'on accompagne sans argent mais avec de la ressource après peuvent déposer plus facilement leur projet à la région. Ok, donc je vais regarder, puisque c'est une émission interactive donc, et pour les questions des internautes. Donc là, bon, c'est une question très pratique. Le pôle Primi a-t-il une représentation dans les Alpes-Maritimes, puisque vous disiez que pour le moment, ils sont tout présents donc, dans les Bouches-du-Rhône? Malheureusement, non.
Non, on est uniquement implanté à Marseille. Par contre, on se déplace beaucoup. On est sur pas mal d'actions. On vient à Nice une fois par mois à peu près. Là, enfin, les 4 derniers mois, on était là une fois par mois. Alors, je crois qu'il y a un accord qui a été passé avec la Chambre de commerce pour assurer quelque part, la Chambre de commerce va assurer une porte d'entrée de... Exactement. Ils vont appliquer un des principes du transmédia qu'on appelle le point d'entrée. C'est-à-dire qu'avec donc la CCI de Nice, on a fait un accord qu'on a signé donc ce matin qui consiste à doubler toutes nos actions donc du programme d'accompagnement transmédia. Donc c'est une trentaine d'actions sur 2013-2014, à les doubler à Nice et de leur donner les mêmes portes d'entrée au niveau des acteurs qu'à Marseille. D'accord. Alors là, il y a une question. Donc, quelqu'un qui connaît apparemment bien le transmédia et Primi, donc il évoque un projet d'école, donc d'école de transmédia, donc qui serait. Oui, alors Primi a d'autres vocations. Une des missions qui a été donnée à Primi, c'est de faire un appel à consultation pour une école transmédia en PACA. Donc en gros, on a pris 3 consultants internationaux et là, on interroge les professionnels, le public, le parapublic, les institutionnels pour savoir quelle est la pertinence et quelle forme prendrait une école transmédia implantée sur le territoire de PACA. Donc pas à Marseille, à Toulon, à Nice, sur le territoire de PACA. Forcément, ça sera physiquement implanté dans des lieux qui existent déjà, mais l'idée, c'est de fédérer ce territoire pour avoir une portée après internationale. D'accord. On va faire venir donc notre prochain invité, donc Christophe Franck. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Donc Christophe Franck, vous êtes responsable donc à Cannes, à la ville de Cannes, donc du projet Technopole de l'image. Alors, je suis responsable de la pépinière d'entreprise. Et surtout la pépinière d'entreprise. Alors si on rappelle un petit peu, donc c'est vrai que Cannes, tout le monde connaît, ville donc du Festival international du film, donc une longue histoire d'amour avec l'image et le cinéma, et un projet depuis plusieurs années donc d'une Technopole de l'image. Tout à fait. Un projet qui a connu quelques vicissitudes pour des problèmes fonciers, donc de terrain disponible. Je crois que ça s'est réglé. C'est réglé. C'est bon. Donc le site de la Bastide Rouge qui a été identifié sur Cannes-la-Boca. Cannes-la-Boca, Voilà. oui. Donc ça y est, donc on va pouvoir maintenant installer cette Technopole de l'image. Alors en quoi consiste le projet? Quel est son contenu? Alors la ville de Cannes a décidé de s'engager de manière assez forte sur les domaines d'activité qui sont l'image numérique, l'économie créative et le spatial. C'est 3 domaines historiques pour Cannes, entre la culture, le cinéma et la présence de Thales. Donc la ville a décidé de déployer sur 4 hectares un concept de tiers-lieu. L'idée, c'est d'avoir un lieu où l'entrepreneur peut se développer, rencontrer et travailler en commun, mettre en place des réseaux avec plusieurs outils. Donc effectivement la pépinière d'entreprise qui est déjà existante. Donc ça c'est le premier pion en fait quelque sorte du projet qui a ouvert quand la pépinière. Qui a ouvert en janvier de cette année. On est situé au centre-ville pour l'instant avec pas trop de bureaux, mais ils sont tous pleins. L'idée, c'est de capter les premiers. Combien d'entreprises On est à 4 entreprises, plus une association qui est destinée justement, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais au financement des entreprises, donc une association de business angel. La pépinière sera à terme sur Bastide Rouge le community manager, on en a parlé ce matin. L'objectif, c'est vraiment de fédérer des écosystèmes autour des 3 domaines. Elle est actuellement déjà en partenariat avec l'incubateur PACA Est, la couveuse locale. Donc l'idée, c'est d'avoir toute la chaîne de l'innovation présente sur Bastide Rouge. Et au-delà de ces outils propres au développement des entreprises, on va développer des bâtiments propres à l'innovation, donc un laboratoire d'imagerie numérique, au sens Living Labs. Donc c'est pour valider les usages, justement faciliter la rencontre. Et un Fab Lab. Donc Fab Lab, c'est plutôt prototypage, petit lieu de création locale. Tout ça, donc à partir de quand est-ce qu'il y a un calendrier qui est précis? Alors la Bastide Rouge, la Bastide Rouge en tant que telle, c'est un bâtiment. C'est pour ça que le lieu s'appelle la Bastide Rouge. Ce sera la pépinière. Elle sera livrée courant janvier 2014. Et le reste du projet va s'étaler entre 2014 et 2017, sachant que sur ce lieu, il y aura aussi l'université,
Lieu de vie, pourquoi? Parce qu'il y aura le multiplex cinéma de 14 salles et des commerces. Alors l'université est déjà présente à Cannes, donc avec des filières justement dans l'audiovisuel. Dans le journalisme, le média, l'audiovisuel, tout à fait. Donc l'idée c'est de les rapatrier sur ce terrain pour en faire un technopole et de continuer à développer les filières de manière différente en fonction des travaux qu'on pourra avoir d'ici les 3 ans qui arrivent. Il y a une filière jeux vidéo, me semble-t-il. Alors aussi. effectivement, la principale c'est le master des jeux vidéo. Donc quand on parle image, ça va du cinéma en passant par les jeux vidéo, les photographes, l'imagerie spatiale. Donc effectivement, le master de jeux vidéo, on y tient particulièrement. Ils sont là depuis 2006. Ils nous génèrent tous les ans entre 2 et 3 créateurs d'entreprises qu'on accueille d'ailleurs actuellement. Il y a des jeux célèbres qui sont sortis pas encore. Pas pour l'instant, mais le master de jeux vidéo, ça va c'est aussi de type transmédia. C'est de réfléchir différemment comment utiliser le jeu, le serious game pour les entreprises aussi. Alors, dans la pépinière, donc 4 entreprises, donc comment vous les avez sélectionnées? Quels sont les profils que vous recherchez pour cette pépinière? Alors, on organise des comités de sélection tous les mois, à part cet été. Les premiers qui ont été captés, on les connaissait déjà, c'est AD Astra, qui sont très très actifs dans le secteur. Ils sont membres du réseau Primi. Et les autres, ensuite, c'est par du bouche à oreille ou par simplement une communication propre à la pépinière. Alors, est-ce que vous allez accueillir essentiellement des entreprises de la région? Vous avez vocation aussi à attirer, par exemple, des projets d'autres régions ou d'autres pays? On a vocation à attirer toute entreprise qui veut travailler dans le domaine des thématiques que Cannes veut développer. Alors, 4 entreprises, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'à terme, vous allez développer et avoir plus de place pour attirer d'autres entreprises? La pépinière du mois de janvier aura 20 bureaux, dont deux petits secteurs plutôt en open space, et un lieu de coworking. On en a parlé ce matin aussi. Apparemment, d'après l'étude de la CCI, c'est un manque dans la région. On en développe un dès janvier, et ensuite dans les différents bâtiments, certainement des lieux aussi dédiés à cette notion de travail en commun, de coworking et de collaboration. D'accord. Alors, voyons un petit peu les questions qui sont... Voilà. Alors, la technopole de l'image aura-t-elle des liens privilégiés avec le pôle de la Belle de Mai? Alors, le pôle de la Belle de Mai, c'est celui qui abrite le Primi. Est-ce qu'il y a déjà des contacts entre les deux? Alors, nous avons rencontré le directeur général de Primi il y a quelques semaines. Effectivement, on va se revoir pour voir comment le Primi pourrait s'engager auprès de Cannes pour mener à bien des collaborations, et on espère avoir des formations locales aussi. Juste tout à l'heure, vous me demandez si il y avait une question d'un internaute qui demandait si on a des antennes locales. Non, par contre, on a des partenaires locaux, d'accord. d'autant plus que les adhérents, donc là, des Astrafilm, fait partie du réseau Primi et participe à toutes nos actions. Donc c'est des liens, quoi. Donc on est en lien et on le restera, je pense. Et donc, dernier exemple, parmi les 3 jeunes créateurs étudiants, on vient de le présenter à Primi, il devrait passer un pitch en octobre prochain. D'accord, c'est la logique réseau que vous évoquiez tout à l'heure en fait. Tout à fait. On s'unit pour attaquer le marché international ensemble, quoi. C'est ni plus ni moins que ça, on est obligé maintenant. Alors je crois qu'il y a justement une question là-dessus. Oui, voilà, puisque c'est vrai que Cannes accueille des manifestations comme le MIPCOM, comme le Festival international du film, donc ça fait venir beaucoup de professionnels de l'image du monde entier. Est-ce que vous allez essayer justement de favoriser les contacts, mettre en contact ces professionnels avec les entreprises de la pépinière ou avec des adhérents du Primi? Qu'est-ce qu'il est prévu à ce niveau-là? Alors effectivement, une des commandes de notre premier adjoint, M. Lisnard, c'est de dire que ce futur lieu dédié au développement économique devienne aussi un lieu d'événementiel, c'est-à-dire que les congressistes qui viennent au salon puissent trouver, en tout cas qu'on développe sur ce lieu des événements qui les sortent de leur salon et qui viennent montrer des technologies ou des pour qu'ils puissent innovations locales. Voilà, que ça devienne aussi un espace de rencontre et de réseau. Oui, Gabriel. Juste nous, de notre côté, on n'est pas du tout sur cette phase-là, on est plutôt sur l'accompagnement des porteurs de projets ou des businessmen, parce qu'on a de plus en plus de start-up et plus de sociétés de production à proprement parler. On les accompagne donc sur les salons. Donc avant, on a un petit programme d'accompagnement, savoir pitcher en français, en anglais, quel outil utiliser, comment améliorer mon projet, préparer mon salon, qui rencontrer, comment, pourquoi. Nous, on a un stand, alors parfois c'est avec la ville de Marseille, parfois c'est
avec un autre cluster Imaginov en Rhône-Alpes, parfois c'est les collectivités locales. Enfin, on essaye de pouvoir accueillir nos entreprises pour qu'elles puissent se donner. Le problème de ces salons, c'est qu'il y a des milliers de personnes et qu'elles puissent se réunir, au moins qu'elles aient une table et commencer à faire du business. Voilà. Et qu'elles aient une visibilité surtout. Et qu'elles aient une visibilité. Donc on accompagne pas que sur la région PACA, en national et même en international, une centaine de personnes par an. D'accord. D'où l'intérêt du partenariat. Nous aussi, en local, le Club des entrepreneurs, on a actuellement 400 entreprises qui adhèrent. L'objectif aussi, c'est de développer des moyens pour que ces personnes-là accèdent à ces salons, parce que c'est très cher, ça peut être très cher. Donc on essaie aussi de développer en local des moyens pour faciliter l'accès à ces salons. D'accord. Bien, merci Christophe. On va demander donc à Thierry Collard de nous rejoindre. Bonjour Thierry Collard. Donc vous êtes directeur du groupe ESRA Côte d'Azur. Donc l'ESRA, c'est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, donc qui forme des professionnels de l'image et du son. C'est une école donc qui est basée à Nice. Alors on l'a vu, donc c'est vrai que le transmédia, ça change le métier, les différents métiers donc de l'audiovisuel. Alors comment une école comme la vôtre donc intègre toutes ces mutations au niveau des cours, au niveau des préparations, au niveau de la formation donc des futurs professionnels de l'image, puisque c'est vrai que les formats donc se multiplient. On a des web-séries, on a des courts-métrages donc qui seront réalisés avec des smartphones. Donc au-delà des différents supports, il y a aussi donc au niveau du scénario, par exemple, je suppose qu'on n'écrit pas un scénario de la même façon pour une fiction classique que pour un outil transmédia. Alors comment vous arrivez donc à prendre tout ça en compte et à anticiper les besoins qui seront ceux de demain? Comment nous essayons de le faire en tout cas, et comment nous allons encore plus à l'avenir essayer de le faire. Alors, tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça change beaucoup de choses. Maintenant, ça ne change pas tout, notamment en termes d'écriture. Il faut toujours un auteur, il faut toujours que quelqu'un soit capable de raconter une histoire intéressante, cohérente. Ce que je crois surtout que ça change, c'est que ça élargit les possibilités de choix pour un auteur. Et ça lui redonne, si tant est qu'il ait perdu cette place, une place vraiment prédominante. Aujourd'hui, il y a une telle dilution des offres et des médias qu'avec le transmédia, l'auteur devient vraiment à la base le point central. Absolument. Alors, comment l'intégrer? Nous, on est une école considérée, à tort ou à raison, comme technique, formant différents métiers de l'image et du son, qui contribuent notamment à ce qu'un film, qu'il soit cinéma, télé ou institutionnel, existe. Mais on est aussi une école qui a toujours accordé une place prépondérante à l'écriture et au scénario, pour faire en sorte, encore une fois, pour rendre un projet. Oui, on dit toujours qu'une bonne fiction, un bon film, c'est d'abord un bon scénario, je crois que. Absolument. C'est ça reste valable. C'est essentiel. Gabriel n'a pas l'air complètement d'accord. Je suis d'accord, sauf dans le jeu vidéo où c'est une bonne expérience qui fait un bon jeu vidéo. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tirer sur des gens ou conduire une voiture ne raconte pas d'histoire en soi, mais le côté expérientiel. Après, on peut rajouter une couche de narration dessus, mais c'est aussi, n'oublions pas, nos amis du jeu vidéo ou du web dans la dimension transmédia. Mais je suis d'accord, l'auteur ou le créateur original retrouve une place centrale dans un dispositif transmédia parce qu'il est un peu le chef d'orchestre de ce qui va se passer. Il a une vision globale, quoi. Alors, j'ai une question là d'un internaute concernant justement le transmédia par rapport au débouché. Est-ce que justement le transmédia, qui suppose donc une multiplication des compétences, va permettre de créer donc des débouchés plus importants pour des futurs professionnels de la filière image? Moi, personnellement, je le crois. D'abord, encore une fois, pour des auteurs, mais aussi, pas seulement pour des auteurs, pour des producteurs. C'est aussi un de nos oui, j'ai pas peur de dire point fort, quand on regarde ce que deviennent les anciens de l'école, qui sont très nombreux à travailler dans le domaine de la production. Et pourquoi y parviennent-ils peut-être plus que d'autres? C'est parce qu'à l'école, ils reçoivent une formation qui est très pluridisciplinaire, qui leur permet de maîtriser les différentes étapes
de la chaîne de fabrication d'une production. À partir du moment où ils vont être obligés aussi de composer avec l'étude des différents médias et de la manière dont on peut les combiner, ils auront la possibilité d'occuper des postes qui restent encore à créer, de producteurs, de chargés de production, d'assistants de production. Moi, j'y crois beaucoup. On pourrait aussi parler dans le domaine de la production, du droit de la production, mais alors là, pour le coup, c'est moins notre domaine. Je pense que les juristes spécialisés dans ce domaine trouveront plus leur bonheur dans des formations universitaires. Il y a une autre question justement avec le transmédia. Est-ce qu'on va vers davantage de polyvalence ou au contraire davantage de spécialisation au niveau des métiers de l'image ? On observe, je vais dire les deux, mon général. On a toujours cette notion de silo où on a des techniciens qui sont, des métiers techniques de l'image et qui sont très spécialisés dans leur domaine. Par contre, on a maintenant des nouveaux postes, des nouveaux métiers, donc des nouveaux débouchés aussi, de postes qui sont capables de passer d'un langage technique à un autre et qui passent d'un silo à un autre. Quand on met un développeur et un développeur d'application et un auteur dans la même pièce, il faut être capable de savoir parler les deux langages. Les deux langages, d'accord. Je suis complètement d'accord. Polyvalence, c'est évident pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Spécialisation aussi parce que pour le coup, et ça nous a obligés aussi, ça nous oblige, on est en pleine réflexion là-dessus, à repenser un cours comme l'économie des médias. À partir du moment où un auteur va devoir combiner des médias différents pour choisir le bon, il faut bien évidemment qu'ils les connaissent, qu'ils connaissent leurs spécificités, qu'ils connaissent leur économie, qu'ils connaissent leurs avantages et leurs différences, bref, leur substantifique moelle. Donc là, en termes de... Ça nous oblige, oui, effectivement, aussi à nous spécialiser. Puis il y a une chose quand même que je voudrais rajouter, c'est que c'est un défi formidable pour une école. C'est un défi quand même un petit peu compliqué parce que actuellement, nul ne peut prédire la manière dont ces médias vont évoluer. Et je pense que les médias, d'ailleurs, en question, vont avancer plus vite que même le temps, évoluer plus vite que le temps nécessaire même à l'écriture d'un projet. Donc c'est pas évident. Tout à fait. En termes de formation, de s'adapter à cette évolution très rapide. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vais appeler justement Christophe. Ça va nous servir de transition. Christophe Michaud. Donc, Christophe qui est directeur technique de Nastéo, bonjour. Et justement, donc, on va aborder les problèmes de diffusion et l'interactivité, parce que c'est vrai que l'interactivité, c'est quand même au cœur de la révolution du transmédia. Et cette interactivité, elle a été rendue possible par tous les différents moyens et supports disponibles, puisqu'aujourd'hui, on peut communiquer par tablette, par smartphone, la télévision est connectée. Alors, comment, en fait, ces différents supports, ces différents canaux ont pesé sur cette évolution, cette révolution même du transmédia, et comment peut-être, si on fait un peu de prospective, parce que je suppose que cette révolution n'est pas terminée, elle est en cours, comment est-ce qu'on va évoluer et on s'oriente vers quoi, sans jouer la boule de cristal? Alors, vaste sujet. Déjà, c'est vrai que si le transmédia, ce qu'on vient de dire un petit peu finalement, c'est de faire en sorte que l'utilisateur ait toujours la meilleure expérience d'utilisation en fonction du support qu'il est en train d'utiliser. Et c'est vrai que quand on réfléchit à l'utilisation d'un support connecté, donc que ce soit une tablette, un ordinateur relié à Internet ou même une télé connectée, le vrai plus qu'on apporte dans l'utilisation de la vidéo ou même d'un autre support type le jeu vidéo, c'est vrai, c'est justement cette possibilité de retour de l'internaute et donc l'interactivité. C'est vrai que c'est de cette manière-là qu'on a vu la diffusion vidéo depuis le début, c'est-à-dire de dire... Certes, on va apporter une diffusion, on va apporter la vidéo dans le foyer chez les personnes, mais on va aussi leur permettre d'interagir. On travaille un peu sur, on appelle ça en interne l'ubiquité, c'est-à-dire cette possibilité d'être présent dans un événement ou comme si j'étais là, mais en n'étant pas là, mais en étant ailleurs. Et c'est vrai qu'en termes de fiction, il y a une relation qui est modifiée complètement, c'est-à-dire que le spectateur devient acteur. On parlait d'auteur tout à l'heure, finalement l'internaute devient un petit peu aussi auteur de son expérience. Et partie prenante, effectivement, dans le discours absolument, narratif. Voilà. Absolument. On va lui proposer des choix, on va lui, y compris dans le jeu vidéo, on va enrichir son expérience en fonction de retours qu'on va avoir de sa part. Le gros plus de la révolution Internet, et vraiment le gros apport, il est là,
c'est vraiment de dire à un moment, l'information n'est plus à sens unique. Elle va dans les deux sens. Et donc, on va pouvoir utiliser toute cette richesse qui nous est amenée par les utilisateurs pour créer un contenu original. Et en plus, un contenu qui va être forcément adapté à leur intérêt, à leur centre d'intérêt. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que maintenant on parle beaucoup de télévision connectée, de différents supports, quelqu'un qui regarde la télévision, pianote sur son smartphone, regarde sur sa tablette, etc. Est-ce que à terme, il va y avoir un éclatement permanent comme ça des supports, où on peut imaginer qu'il va y avoir convergence et finalement donc on aura un seul terminal quand on regarde un petit peu le marché aujourd'hui tel qu'il c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vient de passer à une époque où on a eu finalement une fragmentation des terminaux avec beaucoup de nouveaux terminaux qui sont apparus. Donc on avait le média traditionnel, je parle en vidéo, qui était la télé, mais bon on a commencé avant, on a eu l'ordinateur, on a eu la tablette, on a eu le téléphone. Chaque nouveau support a amené sa manière de consommer cette vidéo. Et d'ailleurs c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'on appelle le second écran, c'est-à-dire le fait de consulter une émission de télévision avec une tablette, c'est vraiment pris en compte par les chaînes de télé qui ont toutes des applications interactives, qui essaient d'envoyer du contenu. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure pendant l'atelier, effectivement. On est exactement là-dessus. Maintenant, c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, déjà les fabricants de télé et les fabricants de matériel connecté, type tablette, etc., commencent à être un peu les mêmes et fonctionnent sur le même marché. Et on voit qu'il y a une forme de rapprochement. Les canaux de diffusion sont un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme de plus en plus de télé par Internet. Quand vous consommez de la télé sur votre téléphone, c'est par Internet. Sur votre box ADSL, c'est par Internet. La 4G va faciliter tout ça. Mais on est sur des canaux Internet. Ouais. Donc au final, on revient à une forme d'unicité. Les télés connectées permettent de partager du contenu via les réseaux sociaux. Donc on va revenir peut-être, je pense, d'une forme de fragmentation à une forme d'unicité. Chaque terminal gardant quand même sa spécificité en termes d'ergonomie, mais avec une possibilité de faire plus de choses à partir de terminaux traditionnels. Gabriel ? Je vais juste pas jouer à la boule de cristal, mais aller un peu dans la prospective de ce qu'on voit. C'est-à-dire que tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Sauf qu'on est dans des notions en fait en français traduit jardin ouvert ou jardin fermé. C'est-à-dire que j'ai ma télé fabricant avec mon système d'exploitation, avec mon vendeur, etc. Et je suis obligé de rester dans ce cadre-là. Et on le voit, et on va le voir, et on est en train de le voir comme on l'a vu avec les téléphones. C'est-à-dire qu'avant j'avais mon internet sur Orange, mon internet sur SFR. Un acteur iPhone arrive et dit ben voilà, maintenant ton Internet, tu prends le browser, Firefox, Internet Explorer ou Chrome que tu veux, et tu peux aller sur Internet. Donc ça s'appelle de l'Open Garden, c'est-à-dire on est en train d'ouvrir. Donc c'est ça qui est en train d'arriver. C'est-à-dire oui, il y a de plus en plus de devices, donc de support, donc d'ergonomie, d'usage, mais oui, tout est en train d'être unifié et tout va pouvoir passer de l'un à l'autre directement. Et il va y avoir une circulation qui vont engendrer de plus en plus de produits, de projets transmédia, juste du simple fait que en tant que moi, utilisateur, j'ai plus de problème technique, quoi. C'est tout. Alors, on arrive à la conclusion de l'émission. Je vais demander à Gabriel de conclure parce que vous disiez tout à l'heure donc le transmédia. Donc, on parle du transmédia aujourd'hui, on n'en parlera pas demain parce que finalement, ça va devenir le mode narratif donc adopté par tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. On le voit vraiment déjà, même aux États-Unis. Donc, ils ont à peu près 10 ans d'avance sur nous ce qu'on disait au début de l'émission. C'est un terme qui sert à identifier les nouveaux et les anciens acteurs, on va dire les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs, et ce terme-là sert à faire passer les gens. Nous, on est facilitateur avec ce terme. Il va être intégré complètement à la notion de média, et il va peut-être s'appeler autrement, avec autre chose dans 5 ans, dans 10 ans. Un terme comme ça, il faut à peu près 10 ans pour faire passer une industrie. On a eu convergence avant. Il faut à peu près 10 ans pour que l'industrie comprenne ce terme et l'intègre, l'assimile en fait. L'applique à ce qu'on appelle son pipeline de production. D'accord. Bien, merci. Donc à suivre parce que je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans le transmédia. Je remercie donc tous les participants qui ont assisté à l'émission. Je remercie aussi donc Jérémy Joly. Qui a assuré la réalisation de l'émission derrière les caméras. Et puis surtout, je rappelle aux internautes qui peuvent regarder cette émission ensuite donc en différé sur le site webtimemedia.com. Merci à tous.